En images, chapitre 8. Madame Ashdale rencontre l'agent Cirelli le lendemain. La plupart des gars que les policiers ont arrêtés ont déjà été libérés sous caution. Le seul à être encore détenu est le 666 qui m'a poursuivi jusqu'au bus. Il n'en est pas à son premier délit de possession d'armes. Je me comporte comme un de ces ados ridicules dans un film d'horreur à petit budget. Je retiens mon souffle et jette à tout moment un coup d'œil inquiet par-dessus mon épaule. Madame Ashdale me conduit au centre communautaire le matin et vient me chercher l'après-midi. Une fois au centre, je ne mets plus le nez dehors. Je ne sors même pas pour aller manger de la pizza ou des frites avec les autres jeunes du programme. Et pas question de quitter la maison le soir non plus. Rien n'arrive. Vers la fin de la semaine, je commence à me relaxer. Peut-être que le détective Catton avait raison. Peut-être que les 666 ont peur de se montrer si tôt d'après l'incident. Ils savent qu'ils seront les premiers suspects s'il arrive quelque chose. Je n'en vaux peut-être pas la peine. Après tout, je ne vis plus dans leur quartier et je ne m'aventure jamais sur leur territoire. Le dimanche suivant, un peu plus d'une semaine plus tard, ma vie revient enfin à la normale. Je me lève, m'habille et glisse mon appareil photo dans une sacoche de ceinture. « Tu vas au ravin » demande Madame Ashdale. Je fais signe que oui. J'ai pris l'habitude de courir dans le ravin tous les dimanches matins. Ensuite, je me promène dans le cimetière. C'est le plus grand et le plus vieux de la ville. Beaucoup de gens célèbres y sont enterrés. Je l'ai découvert lorsque j'ai emménagé avec les Ashdale. J'ai aussi découvert que c'est un endroit génial pour faire de la photo. Il y a plein de sujets intéressants. Des pierres tombales et des mausolées, des arbres, des fleurs et des oiseaux, et surtout des gens. Toutes sortes de gens viennent se recueillir sur les tombes. On s'imagine qu'ils sont tristes, mais beaucoup ne le sont pas. C'est ce qui me fascine. J'ai commencé à les prendre en photo. Certains sont évidemment tristes, certains pleurent, et d'autres ont l'air désemparés. D'autres, par contre, hochent la tête avec satisfaction, et sur une des photos, un homme sourit à la vue du nom gravé sur une pierre tombale. « Tu devrais peut-être demander à Bill de t'accompagner, » dit Madame Ashdale. « Pas besoin, tout ira bien. » Le dimanche, Monsieur Ashdale se rattrape dans la lecture des journaux en sirotant son café. Il lit tous ceux qui se sont accumulés au cours de la semaine. « Apporte au moins mon cellulaire, » dit Madame Ashdale, « au cas où. » Comme je ne veux pas qu'elle s'inquiète, je le glisse dans la poche de mon short. Puis je pars pour le ravin. Comme d'habitude, il y a quelques autres coureurs et des gens qui promènent leurs chiens. Et comme d'habitude, je suis surpris qu'il y ait si peu de gens. C'est tellement paisible ici. On se croirait presque à la campagne. Je parcours le même trajet jusqu'à l'accoutumée. Je pars du cimetière et cours le long de la rivière. La première moitié de la course est toujours la plus facile. C'est une pente douce. Puis une boucle s'éloigne de la rivière. Il n'y a presque jamais personne. Certains jours, je souhaite que ce tournant se prolonge à l'infini, sans que je n'y rencontre qui que ce soit. Je respire à fond. Je n'entends que le crissement de mes souliers sur le gravier et le chant des oiseaux au-dessus de ma tête. Je n'arrête pas de penser à Sarah. Elle dit qu'elle m'a déjà vu courir ici. Je me demande si elle me verra aujourd'hui. Et si je la verrai. Je sais que je suis arrivée à mi-course lorsque je vois la barrière devant moi. Elle est toujours cadenassée et bloque l'accès aux énormes maisons perchées au-dessus du ravin. On ne peut pas les voir à ces temps-ci de l'année à cause des feuilles. Mais en hiver, on les distingue clairement à travers les branches nues. Elles sont toutes gigantesques et bordent le ravin dans le quartier le plus luxueux de la ville. Je n'ai jamais vu le devant de ces maisons, mais lorsque je cours en hiver, j'imagine toujours la vie des gens qui habitent là-haut. Je les imagine confortablement assis devant un feu de foyer, une tasse de chocolat chaud à la main, le regard tourné vers la fenêtre et la vue au-delà de la cime des arbres. Ça doit donner l'impression de vivre à la campagne. À l'approche de la barrière, je trébuche contre quelque chose et perds l'équilibre. J'essaye d'amortir ma chute avec mes mains, mais elle dérape et des cailloux pointus me percent les pommes. Puis mes genoux frappent le sol et une douleur aiguë me monte aux jambes. Soudainement, tout devient noir. Quelqu'un a mis une espèce de capuchon sur ma tête pour m'empêcher de voir. Puis je sens quelque chose glisser sur le capuchon et le serrer autour de mon cou. Je suis pris de panique. J'agrippe ce qu'il y a autour de mon cou. C'est une corde. J'essaye de la desserrer, mais elle se resserre encore plus. Une voix dit « Tiens-toi tranquille, sinon tu vas le regretter. » Puis quelqu'un tire brusquement sur la corde et m'étrangle presque. « Lève-toi » dit-il. Une fois de plus, j'essaye de saisir la corde. Une fois de plus, l'homme tire dessus, la resserrant encore plus. « Lève-toi » répète-t-il. Je me lève, il attrape un de mes bras et me bouscule. Je trébuche. Il enfonce ses doigts dans mon bras et me redresse. Il me pousse devant lui en m'agrippant de façon à ce que je ne tombe pas de nouveau. Quelque chose frôle ma jambe. Je sais que je ne suis plus sur le sentier de gravier. L'homme me jette violemment contre une surface dure.
Une auto. Il ramène brusquement mes bras derrière mon dos et les attache avec l'autre extrémité de la corde passée autour de mon cou. J'essaye de me débattre, mais mes efforts ne font qu'augmenter la pression autour de mon cou. Que se passe-t-il? Qui est cet homme? Que me veut-il? Il m'attrape les mains et m'éloigne brusquement de l'auto. Je suis attentif au moindre son qui me laisserait deviner ce qui se passe. J'entends un bruit semblable à celui d'un coffre qui s'ouvre. Puis, l'homme me pousse tête première dans le coffre. Il saisit mes jambes, je me débats, mais la corde se resserre autour de mon cou. L'homme pousse mes jambes dans le coffre et la ferme violemment. Mon sang se glace. Je vais mourir.